Eric est avec nous. Oui, absolument, Cécile et Patrick. Alors, Eric, c'est pas vraiment un sujet abordé pendant cette campagne électorale, et pourtant c'est quand même en toile de fond. C'est le recours vertigineux au cabinet conseil, notamment américain, qui pose clairement des questions de souveraineté et de démocratie, sans compter les factures exorbitantes. On parle de ces cabinets conseils. Oui, alors sans bruit, les cabinets conseils type l'américain McKinsey, dont on parle beaucoup aujourd'hui, ont pris le contrôle de la stratégie de politique publique à coût de milliards d'euros. Ces conseillers, qui n'ont jamais été élus évidemment démocratiquement, ont pris le pas sur l'administration. Le livre Les Infiltrés des journalistes Mathieu Aron et Caroline Michel Aguirre montre par exemple, écoutez bien, comment sans ces cabinets conseils, le ministère de la Santé aurait été incapable de mettre en place la campagne de vaccination contre la Covid-19. Alors on pense ce qu'on veut de la campagne de vaccination, mais sans ces cabinets conseils, il n'y aurait pas eu de campagne. C'est dire l'état de délabrement de nos autorités républicaines et de l'administration. Oui, depuis quand l'État a-t-il recours à ces cabinets qui conseillent la plupart des stratégies des ministères français alors ? Alors c'est une vieille histoire, mais le top départ a été donné par Nicolas Sarkozy pour atteindre une sorte d'apogée sous Emmanuel Macron. On estime, écoutez bien, la fourchette est large, entre 1,5 et 3 milliards d'euros par an, les sommes phénoménales, englouties en conseils de tous ordres, jusqu'à la stratégie militaire française qui passe sous les fourches codines de ces cabinets conseils. Alors la fourchette haute, 3 milliards d'euros, je vous le disais, c'est quand même le budget du ministère de la Culture. Alors la fonction publique française est ainsi, on peut le dire, dépossédée d'une partie de ses compétences, puisqu'on sous-traite de plus en plus. Et on aboutit à cette totale incohérence qu'avec ces cabinets conseils payés rubis sur l'ongle, ces grands cabinets étrangers se font payer pour supprimer des pans entiers de l'administration, de nos services publics, et puis se font payer de nouveau pour suppléer à coup de stratégie, pour boucher les trous qu'ils ont eux-mêmes creusés. Le résultat, c'est moins de services publics, alors que le mouvement des Gilets jaunes, on l'a vu, a montré que ces abandons sur le terrain étaient l'un des sujets majeurs de la révolte. Oui, et cette mainmise des cabinets conseils, ça pose évidemment bien des questions, disons-le. Ça pose plein de questions. La mainmise de McKinsey et autres grands groupes de conseil pose des questions. Par exemple, une qui me vient à l'esprit, quel lien, par exemple, les donneurs d'ordre, c'est-à-dire les politiques, ont avec ces cabinets, vu les sommes considérables qui sont en jeu. Autre question, comment justifier précisément de telles sommes à coût de milliards d'euros? Alors, le Sénat a tenté de réagir. Il a créé une commission d'enquête sur l'influence croissante de ces cabinets de conseil privés sur nos politique publique française. Des auditions ont eu lieu. Le Sénat rendra un rapport consultatif à la mi-mars. Mais ce qui est plutôt incroyable quand même, c'est que quand vous interrogez les sénateurs, ils ne savent pas exactement quel est le montant que l'État dépense chaque année dans ses conseils. Oui, et la France qui perd un peu plus de sa souveraineté du coup, Oui, oui, les recours au McKinsey, au Boston Consulting Group ou à d'autres cabinets marquent l'affaiblissement de l'État et institutionnalise, vous avez raison Patrick, la perte de souveraineté de notre pays. Les données, les stratégies peuvent très bien passer dans d'autres mains. La souveraineté française est donc en jeu. Imaginez que 90% des grands chantiers informatiques publics dans notre pays sont sous-traités au privé. Alors, le recours au cabinet conseil devrait être, à mon sens, un enjeu d'élection présidentielle, parce que c'est de l'argent public, et ce sont des questions de souveraineté. On est légitimement en droit, me semble-t-il, d'attendre que les candidats s'emparent de ce sujet. Et de ce sujet, on en parlera avec Mathieu Aron, justement, et Caroline Michel Aguirre, journalistes d'investigation qui ont rédigé ce livre, un livre enquête, Les Infiltrés, sur l'influence de McKinsey. Vous en avez parlé, des autres cabinets privés sur la politique publique. Ils seront l'invité d'André Berkoff tout à l'heure à 12h30. C'est vrai que c'est un sujet qui a percuté un petit peu aussi la crise Covid avec McKinsey, Arlette Chabot. On en parlait, mais très peu auparavant, même si, comme le disait Eric tout à l'heure, c'est venu avec Nicolas Sarkozy. Oui, je pense qu'il y a vraiment un problème de transparence, parce que ce que rappelait effectivement Eric à l'instant, c'est que même si le Sénat n'arrive pas à savoir exactement ce que l'État dépense, c'est extrêmement grave. Si le gouvernement pense qu'il doit y avoir
des recours à ces cabinets de consulting, il faut justifier, expliquer et montrer, et puis surtout les tâches. Et la campagne de vaccination, on avait beaucoup dit au début qu'effectivement, on avait dit l'inverse d'ailleurs au début. On avait dit ça marche pas parce qu'au fond, on a fait appel à des cabinets de conseil, mais ça marche pas comme ça. Bon, bref, il y a une question. À quoi sert effectivement l'administration? À quoi servent nos fonctionnaires? Ou bien ils sont incompétents, il faut que les gouvernants le disent, donc on réforme, on supprime des postes, ou bien ils ne sont pas incompétents, mais on ne veut pas les utiliser et on préfère recourir à ces cabinets étrangers. Et là, il faut assumer. Donc moi, je pense d'abord transparence et puis ces dérives effectivement extrêmement graves. L'équivalent du budget de la culture. Mais on est chez les fous, là. Oui, c'est ça. Parce que ça a commencé par des petites sommes, et aujourd'hui, c'est devenu considérable. Sur une mission ponctuelle, limitée, recourir effectivement à un cabinet extérieur international, avec le risque effectivement qu'il y ait des données qui partent, mais ça peut se justifier. Mais là, la généralisation de l'utilisation pour toute tâche, l'État est incapable, l'État est obèse, l'État ne sait pas faire, les fonctionnaires sont incompétents, donc on recourt au privé. Je trouve ça quand même assez sidérant. Allez, dans un instant, on va poursuivre. Après ce sujet, il y a d'autres sujets dans l'actualité, évidemment, ce matin. Il y a cette course au parrainage. Il reste 15 jours. Certains ne l'ont pas. On pose une question sur les réseaux sociaux qu'on va vous rappeler dans un instant. Coup de bluff ou... obstacle démocratique ou sans avis. Pour l'instant, c'est obstacle démocratique à 84%. Ça bouge pas. Ça. Donc vous pouvez nous appeler et réagir sur ce sujet. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Est-ce qu'il faudrait revoir cette transparence? Est-ce que finalement, c'est la bonne solution qui a été trouvée de la part David Lisnard, qui propose, lui, de donner sa voix à quelqu'un qui n'est pas du tout dans son camp? Et puis l'autre question, l'autre question du jour, on y reviendra dans un instant avec Arlette Chabot, Éric Revel et Christine Bouillot. C'est sur la chasse. Faut-il interdire la chasse le week-end aux mineurs hors dérogation ou maintien actuel? Pour l'instant, c'est moite-moite entre le week-end 39% et le maintien actuel 38%. Voilà, restez avec nous et continuez de commenter sur notre compte Twitter. À tout de suite. Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Patrick Roger, Cécile de Ménibus. Il est 9h17, l'ouverture officielle des grands débats ce matin. Arlette Chabot, Éric Revel, vos appels 0826 313 300. On va vous rappeler les questions du jour et les sujets du jour, justement, suite au drame après forcément la disparition, la mort d'une randonneuse. Faut-il interdire la chasse? C'est la question qu'on vous pose ce matin. Alors, plusieurs possibilités. Est-ce qu'il faut l'interdire le week-end, l'interdire aux mineurs, hors dérogation, ou la maintenir dans les conditions actuelles? Pour l'instant, vous dites le week-end, l'interdire à 39%, presque 40%, et le maintien actuel à 38%, avec un petit 14% pour les mineurs, avec pas mal de messages ce matin. Carlita qui nous dit il manque une option, il faut l'interdire carrément. Voilà. Et Daniel nous dit non, il ne faut pas interdire la chasse, c'est interdire les personnes de rentrer dans le bois ou dans une battue. Chez nous, il y a des panneaux expliquant qu'il y a une battue. Oui, alors c'est toute la question d'ailleurs autour de l'enquête. Christine Bouillot nous a rejoint. Bonjour Christine. Bonjour Christine Bouillot. Bonjour Christine. Son micro n'était pas ouvert à Christine. Donc oui, toute la question va être aussi de connaître un petit peu les circonstances dans lesquelles évidemment il y a eu ce drame aux confins du Cantal et de l'Aveyron. Oui, c'est effectivement c'est pourquoi la jeune fille de 17 ans, la présumée auteure de ce tir accidentel, ce tir mortel, est restée en garde à vue. Donc hier soir, le procureur de la République d'Aurillac a prolongé sa garde à vue. Elle est en état de choc à l'hôpital, et donc son état n'a pas permis pour l'instant aux enquêteurs de savoir exactement ce qui s'est passé au cours de cette battue au sanglier, et pendant laquelle ce tir est arrivé. Est-ce que c'est un tir qui a été dévié? Toujours est-il donc que Mélodie, 25 ans, partie se promener sur un sentier balisé connu des environs de Flagnac, cette jeune femme est tombée et n'a pu être réanimée par les secours arrivés sur place. Pour l'instant, donc, il va y avoir d'autres auditions aujourd'hui et le procureur de la République devrait normalement s'exprimer dans la journée. Alors évidemment, c'est la consternation pour tout le monde, et ça ravive
surtout dans cette zone-là du Nord Aveyron, limite Cantal, d'autres souvenirs de battues au sanglier ou de battues ou de sorties de chasse qui se sont mal terminées et sont terminées avec des accidents mortels. Et donc on voit effectivement que la fédération des chasseurs de ce territoire aujourd'hui est sous pression. Le président des chasseurs, Willy Schrein, va convoquer aujourd'hui les présidents de fédérations de chasse pour, on va dire, refaire une réunion pour rappeler les règles de sécurité. Et c'est justement autour de ces règles de sécurité qu'on verra s'il y a eu une erreur majeure ou pas lors de cette... Mais on voit bien que la cohabitation, de toute façon, aujourd'hui, va devenir de plus en plus difficile et c'est un drame qui intervient pendant la campagne présidentielle. C'est vrai. Même si, comme le rappelait ce matin l'un des conseillers du président de la Fédération nationale des chasseurs, il y a moins d'accidents depuis quelques années, moins d'accidents en fait dramatiques, donc il y a des consignes qui ont été respectées, mais il n'y a jamais zéro risque. Oui, il y a zéro risque. On est sur un débat. Est-ce qu'on décide d'octroyer un partage de la nature avec des jours fixes? Oui. Il y a des tentatives qui sont faites. Bien Attention, sûr. Il y a des territoires, il y a des endroits où les fédérations de chasse se sont mises d'accord sur des communes pour ne pas faire de battue le samedi, par exemple. Donc là, les randonneurs, les clubs de joggeurs, de runners, de tout ce que vous voulez de VTT savent exactement quel jour ils peuvent être dehors sans croiser, même s'il y a aujourd'hui effectivement toute une signalétique qui est mise en place, toute une information préalable pour les gens qui sont autour. Dans l'information, c'est la cohabitation du territoire naturel entre... Alors, la victime de l'Aveyron n'est pas on va dire une citadine qui vient comme ça découvrir la nature. Elle habite sur les lieux, donc elle connaissait aussi l'endroit. Donc, savoir exactement ce qui s'est passé permettra aussi peut-être d'avancer dans cette cohabitation qui, malgré tout, semble de plus en plus impossible pour les opposants et les partisans de la chasse. En attendant, c'est terrible, effectivement, avec cette victime d'un côté, il y avait son compagnon, et puis celle qui a tiré, la jeune fille de 17 ans. Un mot de commentaire avec vous, Arlette Chabot et Éric Revel, par rapport à ça, sur la chasse? Je crois que la cohabitation, effectivement, va devenir... Pardon, Éric, voilà. Au-delà du drame, évidemment, ça me fait toujours pas sourire, parce que le mot est inadéquat, mais c'est toujours intéressant d'entendre des leaders de gauche vouloir proscrire la chasse, alors que ce fut un droit révolutionnaire, quand même, l'octroi de la chasse. Deuxième chose, l'interdiction le week-end, ça pose une question, parce qu'en réalité, la plupart des chasseurs ne chassent que le week-end, donc interdire la chasse le week-end, c'est en fait remettre en cause la chasse, tout simplement. Et puis troisième petit point, si on regarde globalement, de manière un peu cynique et froide, la multiplication du gros gibier en France, sanglier, chevreuil, cervidés, s'il n'y a pas une régulation, vous allez avoir des tonnes de problèmes dans les champs, sur les récoltes. Donc c'est pas si simple que ça en réalité. C'est vrai que le drame arrive en pleine campagne présidentielle, que Yannick Jadot s'était déjà prononcé sur la question de la chasse, mais on a souvent reproché à Nicolas Sarkozy de surfer sur des moments d'émotion collective, et celui-ci évidemment en est un, parce que c'est un drame horrible. Il faudrait pas que les leaders de gauche qui reprochaient à Sarkozy de surfer sur des moments d'actu fassent exactement la même chose. D'un mot, Arlette Chabot? Je pense que la cohabitation devient quand même effectivement difficile. Alors Éric a raison, il y a des battues de régulation parce qu'il y a trop de gibier, mais elles sont encadrées, prévues, et je pense que le week-end notamment, ça me paraît tout à fait impossible de ne pas soit interdire le week-end la chasse, soit la limiter un jour sur les deux, parce que personne n'a envie, même s'il y en a beaucoup moins qu'avant, même si les fédérations de chasseurs sont plus attentives, il y a toujours des accidents, et je pense que les accidents seront de moins en moins, comment dirais-je, non pas supportables, mais considérés comme, c'est la fatalité, il n'y a pas de risque zéro. Donc il faut effectivement délimiter, surtout ce qui est arrivé, et Christine le disait, c'était pas une jeune femme qui venait de la ville et qui ne connaissait rien à la elle était sur les lieux, locale, bien sûr. Donc ça n'est plus acceptable et plus supportable, il faut trouver un système. Autre sujet dans l'actualité, il nous reste quelques minutes avant d'aborder l'avenir du petit commerce. Dans un instant, ce sera la vérité en face. Est-ce que les petits, comme les grands commerces d'ailleurs, ont encore de l'avenir, notamment face à la concurrence du numérique? Les parrainages, avec des questions et des appels au standard. 0826 300 300. Et c'est Patrick qui nous appelle d'Ariège. Bonjour Patrick. Bonjour Patrick, oui.
Oui, bonjour. Bonjour. Vous vouliez réagir sur cette question des parrainages, hein? Oui, je voudrais réagir là-dessus car je trouve que le système actuel est dangereux. Dans la limite où, quelle que soit l'élection, s'il y a des candidats qui représentent, je dirais, au vu des sondages, un certain poids, si certains ne peuvent pas se présenter, l'élection sera, à mon avis, à juste titre, considérée comme légitime. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, je trouve que le parrainage par les maires nous fait considérer, moi j'ai l'impression d'être considéré comme un enfant un peu, c'est-à-dire un citoyen de deuxième zone. Il faut d'abord que les citoyens du premier degré choisissent le candidat pour lequel je vais pouvoir voter. Je trouve pas ça très normal. Je trouve ça, je sais pas, c'est un petit peu bizarre. Je trouve, on voit bien qu'à l'heure actuelle, les candidats qui ont eu leur parrainage, bon, je n'ai rien contre les petits candidats qui ont déjà leur parrainage. Paradoxe. Oui, parce que Nathalie Arthaud, par exemple, elle nous a dit tout à l'heure, hein, je lui ai posé en fait la question, bon, c'est un travail de longue haleine et ces derniers mois, elle a obtenu ses parrainages auprès d'un certain nombre de petits maires qui partagent un peu les mêmes valeurs et qui ont envie en tout cas qu'il y ait une respiration démocratique quoi, à travers des candidatures telles que la sienne. Quoi. Cher Patrick, je me permettrai d'avoir une autre lecture. Oui, moi j'ai l'impression que les petits candidats qui ont un parrainage, je dirais, ça permet d'habiller l'élection. Soit quoi démocratique. Voilà. Vous avez été coupé, Patrick. Vous avez dit oui. Je pense que effectivement, accorder rapidement, je dirais, moi j'ai rien contre ces petits candidats, mais à partir du moment où ils ont leur 500 signatures finalement dans la facilité, sans tout à fait jeter quelque ombre sur leur travail, malgré tout, ça donne un vernis, démocratique, ça donne l'impression que l'élection est ouverte, alors qu'en fait elle est fermée, à mon avis, elle est fermée. C'est votre... Si vous voulez... Allez-y, terminez. Je préférerais, par rapport à ce parrainage par des citoyens que je nomme du premier ordre, je souhaiterais qu'il y ait un parrainage tout simplement des électeurs, citoyens. À mettre en place. Oui, il pourrait y avoir un mix, en tout cas, probablement, une formule à trouver. Merci à vous, Patrick. Un mot, Arlette Chabot, Christine Bouillot. Ce qui serait bien, c'est qu'on n'attende pas la prochaine élection présidentielle et la dernière minute pour dire « Ah, ce système ne fonctionne pas, il faut en trouver un autre ». Donc l'urgence, ce serait peut-être qu'au lendemain de cette élection, les responsables politiques se réunissent et trouvent un système qui permette à tout le monde d'être candidat. Bon, on voulait éliminer, entre guillemets, ou empêcher d'être candidat les plus fantaisistes. Mais ce système n'est évidemment pas satisfaisant. Donc pitié, n'attendons pas 5 ans. Éric Revel et Christine Bouillot, un dernier mot. Oui, sur David Lisnard, peut-être le maire de Cannes, mais aussi le président de l'association des maires de France, qui a donc donné son parrainage à Mélenchon. David Lisnard, comme nouveau patron de l'AMF, a dit à plusieurs reprises qu'il faudrait sans doute, sûrement revoir ce système des parrainages. Bon, je partage le point d'Arlette, faut pas le faire, faut enclencher ça peut-être 2-3 mois après l'élection présidentielle, voir quelle piste on peut avoir. Et puis super coup de com' quand même pour chapeau l'artiste pour David Lisnard, parce que en tant que patron de l'AMF, d'une certaine manière, il montre l'exemple. Il dit, voilà, moi je suis le patron des maires de France et je donne mon parrainage à un candidat qui n'est pas du tout de mon bord politique, mais en même temps, il n'insulte pas l'avenir puisqu'il fait un geste démocratique fort et il fait beaucoup parler de lui, David Lisnard, et ça fait un bout de temps. Oui, absolument. Christine, un mot? Un petit mot juste. Je vais citer un maire du Tarn-et-Garonne. Je vais le citer, c'est Jean-Paul Albert qui m'expliquait au téléphone il y a une semaine. Tout simplement que pour poser le problème autrement, il faudrait pas que ce soit les maires, lui c'est ce qu'il a proposé à l'association des maires de son département, que ce soit pas les maires qui soient obligés de donner leur parrainage, mais les conseillers municipaux, ceux qui déplaceraient effectivement la pression sur l'élu lui-même, et ce qui permettrait effectivement une plus grande diversité dans les étiquettes politiques peut-être. Oui, c'est une bonne idée. Et un petit message de Nadir qui nous dit, pourtant Emmanuel Macron n'est pas candidat, il a déjà ses 500 signatures, allez comprendre la symphonie démocratique. Il est à 1500 quasiment, 1345 au dernier comptage. Allez, dans un instant, et on en reparlera encore. Et vous pouvez réécouter, d'ailleurs, si vous n'étiez pas à l'écoute tout à l'heure, Nathalie Arthaud qui a expliqué pourquoi et comment, effectivement, elle avait ses signatures, et ensuite, surtout, ce qu'elle défendait. Et ça a valu quelques questions et réactions d'auditeurs, ce qui était tout à fait logique. Allez, dans un instant. C'est la vérité en face, ça va être cash aussi. On va parler des commerces. Il faut forcément sauver les commerces. Quelle
il y a des propositions. Il y a un livre blanc qui a été rédigé avec pas mal de propositions. Vous voulez en parler? Vous êtes commerçant, vous êtes maire d'une petite ville, ou en tout cas vous êtes représentant d'un centre-ville. Appelez-nous 0826 300 300 pour nous donner votre avis. À tout de suite, c'est le Grand Matin Sud Radio.